Donc vous l'avez compris, on va clôturer cette riche journée par une dernière intervention. Nous avons proposé à Jean-Philippe Vinquant une carte blanche pour intervenir après cette journée riche en enseignements sur les défis soulevés par à la fois les métiers qui accompagnent les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de vieillissement, mais aussi les défis soulevés par les problématiques de logement. Et donc, nous avons pensé que Jean-Philippe Vinquant, qui est donc le vice-président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, en charge du Conseil de l'âge, pouvait nous apporter beaucoup. Alors, avant de lui céder la parole, je voudrais, même si beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, je voulais vous partager quelques mots concernant Jean-Philippe, qui, au sein de la haute administration publique, a toujours mis son expertise au service des questions de société et qui justifie pleinement sa présence aujourd'hui sur la thématique du colloque. Donc Jean-Philippe Vinquant a occupé des postes clés au sein de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS. Il a été directeur général de la cohésion sociale, la DGCS, un acronyme bien familier des gens du secteur. Son parcours l'a également conduit à être délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à l'innovation et à l'expérimentation sociale. Et M. Vinquant a aussi été conseiller auprès de plusieurs ministres et premiers ministres où il a œuvré pour la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. Et donc nous sommes particulièrement ravis de l'accueillir pour clore cette demi-journée et qu'on n'a aucun doute sur le fait que son intervention pourra mettre en perspective un certain nombre d'éléments qui ont été discutés au cours de cet après-midi et qui pourront être source d'une réflexion très riche pour nous et pour la journée de demain. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle comme ça? Oui, en salle et à distance. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Donc, comme l'a dit Sophie, je préside actuellement une des 3 formations d'un haut conseil qui couvre l'ensemble des âges de la vie et qui a pour mission d'animer le débat public et d'apporter au pouvoir public, mais aussi à l'ensemble des parties prenantes, une expertise transversale sur toutes les questions qui ont trait aux grandes évolutions de notre société et notamment celles qui ont trait au vieillissement de la population et au bouleversement effectivement que cela implique, qui sont vraiment très forts. L'essentiel de nos productions, nos rapports, nos documents d'éclairage, nos avis se place d'abord dans un contexte où nous devons évaluer les dispositifs, essayer de faire les constats les plus documentés, les plus justes, les plus précis possibles, et ensuite essayer de construire dans la concertation les voies ou en tout cas les chemins qui peuvent être empruntés pour essayer de faire en sorte que ces problématiques soient vraiment prises en compte à leur juste importance, à leur juste niveau. Et donc, pour faire cela, nous avons une équipe au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Nous travaillons avec des conseillers scientifiques, mais nous travaillons beaucoup aussi avec le monde de la recherche, avec les équipes de recherche, pour faire en sorte que nous soyons nourris le plus possible des fruits de la connaissance, que nous sachions d'une certaine façon ce qui peut bien fonctionner ou ce qui ne fonctionne pas, comment les publics, les personnes concernées perçoivent les dispositifs, les services, les politiques qui sont mises en œuvre normalement pour leur bien-être, pour leur satisfaction, pour une qualité de vie dans la bientraitance. Et pour ça, je dois dire que c'est une formidable nouvelle dans notre pays. Et je salue cette initiative qui a été prise par les pilotes du PPR Autonomie, que de mettre en visibilité le fait que notre pays, nous l'avons vu comme d'autres pays qui ont présenté les démarches de recherche et de soutien à la connaissance, au développement de la connaissance, à l'innovation, nous puissions avoir 11 équipes qui vont travailler sur plusieurs années sur ces questions du vieillissement de la population, de la place des personnes les plus âgées
dans la société et de l'ensemble des dispositifs et services qui sont déployés pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Et ce que je trouve formidable aussi, c'est que nous sortions du champ médical ou biomédical s'agissant du vieillissement, de la recherche en gériatrie, en gérontologie, la recherche médicale sur tout ce qui accompagne le vieillissement physiologique des individus. Évidemment, elle est très active et depuis très nombreuses années. Et il ne faut pas cacher le fait que ça va être un marché très porteur pour les industries de santé, les professionnels de santé, que de répondre aux enjeux en termes de santé individuelle ou d'image de soi qui vont être associés au vieillissement de la population. Mais je dirais, parallèlement à la recherche médicale, il faut absolument que dans le domaine des sciences, mais aussi des sciences sociales, il y ait effectivement des équipes qui puissent travailler en profondeur sur les questions qui sont posées par le vieillissement de la population. Parce qu'il faut se le dire, et il faut se le dire très clairement, la transition démographique, un défi que de nombreux pays de l'OCDE rencontrent et qui se place dans un contexte qui est très paradoxal. La longévité, la révolution de la longévité, c'est une formidable nouvelle. C'est un formidable apport en termes de vie et de durée de la vie, à titre individuel, et aussi, si on prend ça sur un plan intergénérationnel, nous allons avoir un peu plus de 30 000 centenaires en France. On pense qu'il y a 31 000 ou 31 000 centenaires. Nous allons avoir des générations qui vont se côtoyer beaucoup plus longtemps, jusqu'à 4 générations au sein des mêmes familles. Des très jeunes enfants pourront connaître 2 ou 3 arrière-grands-parents et bénéficier aussi de ces liens affectifs, de ces échanges avec des générations beaucoup plus anciennes. C'est absolument extraordinaire. Nous avons une chance extraordinaire. Et pourtant, dans les sociétés, je dirais, occidentales, nous avons un vieillissement de la population qui est presque honteux, qui, d'une certaine façon, est considéré plus comme un désavantage qu'une opportunité. Parce qu'effectivement, on associe à la puissance de la démographie, de la natalité, du renouvellement des générations, une pyramide des âges qui ressemble à celle de Khéops et qui ne prend pas la forme d'un as de pique ou d'un champignon. Voilà, le dynamisme économique, la puissance, le rayonnement d'un pays est associé à sa démographie. Et évidemment, la chute de la natalité peut interpeller et poser des problèmes. Et deuxième point, nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés agistes. Elles sont agistes quand on regarde les résultats du World Value Survey qui a été fait dans 57 pays avec 85 000 répondants. Une personne sur 2, quand elle remplit une grille de questions sur le regard porté sur la vieillesse, le vieillissement de la population, les personnes âgées, nous avons une personne sur 2 que l'on peut considérer comme modérément ou fortement agiste. Alors, comme la France n'avait pas participé à ce survey, nous avons lancé une enquête d'opinion du Conseil de l'âge avec l'Institut de sondage Harris Interactive pour explorer cette question au sein de la population française avec un échantillon représentatif d'habitants, de personnes résidant en France. Et là, ce que ça nous enseigne, c'est que le regard sur la vieillesse est un regard très inquiet, individuel, projetant des images qui sont des images plutôt négatives, le déclin physique, la solitude, l'isolement, la crainte de la mort ou la proximité de la mort, mais que la population dans l'ensemble des classes d'âge estime que le vieillissement de la population est plutôt, à titre individuel et pour la société, une bonne chose. Mais ensuite, quand on fait réfléchir les répondants à l'agisme et qu'on leur donne aussi une définition pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'agisme, alors que tout le monde sait ce qu'est le sexisme, le racisme, d'autres phénomènes qui peuvent discriminer ou ostraciser une partie de la population. Donc il y a très peu de gens qui savent ce qu'est l'agisme, mais quand on leur demande si elles se sentent agistes, il n'y a qu'une personne sur 4 qui dit « oui, je peux être agiste, effectivement », un regard négatif, un comportement dénigrant sur les personnes âgées, mais en revanche, 7 répondants sur 10, 7 Français sur 10 estiment que la société est agiste, que nous vivons dans une société où la place, le rôle, la participation des personnes âgées n'est pas valorisée et vue peut-être au contraire comme quelque chose qui est
plutôt un problème ou une difficulté à gérer. Et travailler sur ces sujets du vieillissement, de la longévité, de l'impact anthropologique, sociétal, éthique que le vieillissement a sur nos organisations, c'est quelque chose de très important. Deuxième point, insister sur l'apport de la vision comparative et des échanges effectivement entre pairs, chercheurs ou décideurs, ou en tout cas voilà, ceux qui réfléchissent aux politiques publiques. Ça apporte évidemment beaucoup de pouvoir à la fois connaître la situation et ce qui se fait dans notre pays et pouvoir évidemment relativiser ou, le cas échéant, accentuer le regard qu'on peut avoir sur la situation dans notre pays. Nous l'avons fait au sein du Conseil de l'âge. Nous avons rédigé un rapport en 2019 sur une approche comparative dans un groupe de 7 pays suffisamment proches pour être comparables, suffisamment éloignés aussi pour offrir des modèles et des situations différentes et essayer de positionner la France sur un certain nombre de sujets comme le périmètre de besoins couverts par la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées, le financement des prestations, la solvabilisation individuelle des biens et des services dont les personnes âgées peuvent avoir besoin à un moment de leur parcours de vie. Et nous avons aussi réfléchi un peu aux grandes approches, aux grands principes qui fondent la politique de l'autonomie des personnes âgées dans le groupe de pays que nous avons étudié. Et nous y sommes revenus en 2023. J'en dirai un mot pour approfondir cette question de la singularité ou non de la France dans les principes qui sous-tendent son système de soutien à l'autonomie et d'accompagnement des personnes âgées. Et nous avons vu 2 grands types d'approches dans les pays étudiés. Une approche qui est plutôt une approche qu'on appelle une approche de compensation, où sur la base de la mesure d'incapacité, de limitation, entraînant des restrictions et des désavantages pour les personnes, on construit des systèmes palliatifs qui vont aider la personne à surmonter un certain nombre d'incapacités. Elle n'est pas une approche qui est complètement isolée, elle découle aussi un peu des travaux de l'Organisation mondiale de la santé, de la classification internationale des fonctionnalités, mais elle a l'inconvénient effectivement de tout faire reposer sur de la compensation individuelle de ces désavantages par des aides humaines, par des aides techniques, par des adaptations. Et nous avons vu que d'autres pays étaient dans une approche qu'on peut appeler une approche plus finaliste ou universaliste, où l'environnement aussi doit s'adapter pour faire en sorte que les limitations qui peuvent apparaître avec le vieillissement biologique ou des épisodes ou des moments de vie qui introduisent une rupture dans la possibilité de la personne de continuer à vivre comme elle le faisait et comme elle l'entendait, et qui, dans un principe d'accessibilité universelle, essaye plutôt de faire porter sur l'environnement, l'urbanisme, la société, cet effort de mise en accessibilité d'un ensemble de services, de commodités ou d'activités. Ce que nous a enseigné ce travail comparatif aussi, par des échanges que nous avons eus avec des homologues étrangers, avec les ambassades de France dans d'autres pays, c'est qu'il y a assez peu, d'une certaine façon, d'approches complètement univoques entre ces 2 types de politiques, la politique de compensation ou la politique d'universalité ou d'universalisme, et que beaucoup de pays mêlent ou mélangent en fait les 2, et qu'il y a beaucoup d'allers-retours, d'hésitation. La politique de l'autonomie des personnes âgées, c'est une politique qui est jeune, puisque ce phénomène démographique de la longévité ou de la grande longévité est récent, et de très nombreux pays adaptent ou questionnent en permanence leur système. D'où le grand intérêt d'avoir ces cadres d'échange, je dirais, de façon assez fréquente, parce que ce que nous avons vu aussi, c'est qu'entre les principes qui sont proclamés et qui sont affichés, entre les orientations politiques qui sont données et l'effectivité de la mise en œuvre, il peut y avoir des décalages très importants. Il y a des pays dont on dit qu'ils sont sortis du modèle secteur spécialisé de maisons médicalisées pour les personnes âgées, et que derrière, on a une politique du milieu ordinaire, du logement ordinaire, d'inclusion dans la cité des personnes âgées, et on s'aperçoit derrière qu'on recrée des quasi-établissements
quand on a un groupe de personnes âgées qui commence à perdre un peu plus en autonomie, on se dit, mais non, il faut remettre du personnel médical, des travailleurs du CURE ou du CARE, et on recrée un établissement autour de ce qu'on voulait, une structure beaucoup plus ordinaire, une structure de vie faiblement médicalisée. Donc, intérêt pour la vision comparative. J'en viens maintenant aux enseignements des 2 tables rondes qui ont été absolument passionnantes pour moi, pour ceux qui suivent les travaux du Conseil de l'âge et peut-être pour les membres du Conseil de l'âge qui nous suivent à distance, et dont je pense qu'ils sont vraiment très en résonance avec 2 travaux que nous avons conduits pendant plusieurs mois. Le premier que je citerai, c'est ce rapport à 360 degrés sur cette politique du domicile, cette politique qui vise à replacer au plus près du cadre et du lieu de vie des personnes âgées leurs accompagnements. Voilà, de préférence au développement ou à un plan de création de nouvelles places, 100 000, 110 000 places dans les établissements médicalisés hébergeant des personnes âgées dépendantes. Les tristement célèbres en France EHPAD. Vous l'avez vu peut-être, il y a une crise effectivement d'image de ce secteur, des phénomènes de maltraitance ou en tout cas vraiment de prise en charge de qualité très médiocres qui ont explosé. Il y a une crise des EHPAD et donc nous nous sommes dit, regardons effectivement un petit peu comment est conduite cette politique du domicile et comment prend-on en compte les besoins et les aspirations des personnes dans ce virage qui a été pris de désinstitutionnalisation de l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. Le deuxième travail que nous avons conduit immédiatement dans la foulée, c'est un panorama des comportements conjugaux et des configurations familiales des seniors. Les seniors, et c'est bien heureux, ne sont pas, imperméables aux grandes évolutions sociétales que sont la montée des divorces, la séparation des couples, la remise en couple, évidemment aussi une baisse de la natalité qui fait que les seniors ont moins d'enfants, auront moins d'enfants, vivront peut-être dans un tissu de liens familiaux qui sera moins dense que celui des grandes familles, effectivement, nées à l'après-guerre du baby-boom. Et c'est très important de voir, effectivement, comment dans 20 ans, on va avoir sans doute, effectivement, des seniors qui seront différents dans la structuration effectivement de leur vie conjugale et des liens familiaux. Et ça nous a servi, ou ça nous donne un point d'appui pour alerter aussi sur les conséquences d'un système qui en France repose encore beaucoup sur les proches aidants, les aidants familiaux, qui sont les premiers rapporteurs d'aide en volume horaire, très largement au-dessus du système d'aide publique qui vient solvabiliser des aidants professionnels intervenant à domicile ou intervenant en établissement. Et j'en viens maintenant un petit peu plus précisément sur ce que m'inspire à la lumière des travaux du Conseil de l'âge, les réflexions des intervenants lors de ces 2 tables rondes que nous avons eues. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que s'il y a vraiment la volonté d'avoir une organisation qui permette de répondre aux besoins et aux aspirations des personnes âgées, telles qu'elles remontent des dispositifs réguliers de baromètres qui sont faits par la statistique publique ou par des instituts publics ou privés. Il faut d'abord évidemment permettre aux personnes de rester en bonne santé et autonomes le plus longtemps possible. Quand on demande effectivement aux personnes de 65 ans et plus ce qui est le plus important pour elles en termes de bien vieillir, de bon vieillissement, c'est la santé et l'autonomie pour pouvoir continuer à faire et pas pour qu'on fasse à leur place ou qu'on fasse en aidant, ou pas effectivement pour qu'elles soient dans une situation où ces activités qui leur étaient chères, si elles le souhaitent, elles puissent continuer à les mener. Et quand on pose une deuxième question qui est quelles sont vraiment les conditions pour vous pour être
voilà, avoir une bonne satisfaction dans la vie, il y a garder le lien affectif, familial, amical, de voisinage et vieillir dans mon domicile. Cette aspiration de vieillir dans son domicile, pour 85% des répondants, c'est ce qui est le plus important en termes de lieu et de cadre de vie. Et donc, ancrer une politique qui vise à adapter les domiciles le plus tôt possible, à permettre la mobilité résidentielle, à permettre aux personnes de se projeter dans leur situation future et leur faire comprendre que s'ils se voient encore dans 15 ans dans ce domicile qui leur est cher, dans ce tissu voilà, de voisinage ou de proximité, d'un certain nombre de facilités, d'activités, etc., il faut faire prendre conscience très tôt qu'il y aura des changements à faire dans ce domicile. C'est le premier point. On a de la mobilité résidentielle au moment de la retraite. Elle est moins forte que chez les jeunes. On a 4 à 5% des seniors qui déménagent entre 60 et 70 ans. Ensuite, les gens bougent moins. Et ensuite, il y a à nouveau de la mobilité à partir de 85 ans, très principalement par du rapprochement vis-à-vis des enfants. On se rapproche de ces enfants et là, soit on va habiter chez eux, on a des recohabitations au grand âge. C'est très vrai entre 95 et 100 ans et c'est plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Et ensuite, on va dans une résidence autonomie ou dans une résidence médicalisée pour seniors, un EHPAD, en se rapprochant de ses enfants pour bénéficier de leur visite et pour être dans leur proximité. Mais nous avons dit dans notre rapport, il ne faut pas une politique du domicile historique coûte que coûte. Il y a effectivement des domiciles qui, à la fois en termes bâtimentaires et en termes de localisation, qui vont à un moment priver la personne de cette participation sociale et de la possibilité d'être aidé efficacement, soit par leurs proches aidants, soit par des pairs, soit par des aidants professionnels. Et c'est là que nous avons souligné, et ça a été dit lors de la deuxième table ronde, qu'à un moment, passer à des habitats regroupés est quelque chose qui va permettre de résoudre plusieurs problèmes et qui va même faire de l'habitat, du logement, une solution. Une personne âgée, isolée, une femme qui a perdu son mari, qui habite dans une zone rurale, dans une ferme qui est complètement, ou un bâtiment qui est complètement inadapté, où la salle de bain est à l'étage, où les lieux ne vont pas permettre les interventions facilement des professionnels, qui ne savait pas conduire ou qui ne voulait pas conduire parce que c'était son mari qui conduisait, à un endroit où les transports publics ne permettent pas facilement d'accéder au commerce, à la banque, aux facilités, au centre hospitalier ou à la consultation médicale. Eh bien, si on réfléchit d'une certaine façon à repositionner en termes d'aménagement du territoire et d'économie aussi de moyens, tous ces habitats regroupés, ces petites structures qui permettent d'avoir un point d'ancrage pour ces personnes âgées devenues isolées, la possibilité d'avoir du lien social avec d'autres personnes âgées, mais aussi évidemment de faire venir leur famille, qui puissent venir les visiter facilement, qui permettent aussi aux professionnels d'avoir un point de fixation, de ne pas passer leur temps sur les routes, à aller d'un domicile éloigné à un autre domicile éloigné. On a 15% des heures travaillées qui sont perdues dans les transports pour les aides à domicile dans notre pays, avec toute la fatigue que ça engendre, les accidents de voitures que ça crée. Donc voilà. Et on a aussi la possibilité de créer une sorte de communauté de vie entre ceux qui apportent du soin et les personnes qui en bénéficient. Ces modèles de maisons où il y a un gouvernant, une gouvernante, un maître ou une maîtresse de maison qui habite sur place, qui a une présence rassurante, qui peut y habiter avec sa famille et ses enfants. Alors, elle n'est pas de permanence 24 heures sur 24, il y a un tour de permanence. Et tous ces modèles qui vont permettre d'avoir ce point d'ancrage et qui vont éviter cette espèce de
déracinement des personnes ou de déracinement des professionnels qui passent leur journée sur les routes, c'est un point très important. Et ensuite, en termes de bilan carbone, réduire effectivement tous ces déplacements, ça n'est pas une mauvaise chose non plus sur un plan environnemental. Et il y a des projets qui tirent parti du fait que dans nos pays, dans beaucoup de nos pays, il y a effectivement des métropoles qui gagnent en population, des zones qui sont effectivement des zones moins tendues en termes de logement, qui offrent des opportunités immobilières pour sortir des projets qui sont à des niveaux de loyer accessibles pour des personnes âgées modestes. Voilà, et qui sont une alternative à la résidence pour seniors qu'on construit au bord de la mer avec un jardin, une piscine, et où vous avez un loyer qui est de 2 000 ou 3 000 euros par mois. Donc on peut effectivement avoir des projets très performants. Ils peuvent être intergénérationnels, ils peuvent être inclusifs, mais moi ce que je dis, c'est que pour les personnes âgées, on n'a pas besoin d'avoir non plus une animation de la vie qui mobilise la personne de 8h à 17h avec des activités en permanence, et c'est l'école qui vient passer toute la matinée, et l'après-midi on a une résidence d'artiste qui vient répéter son concerto dans la structure, et on est aussi... Voilà, enfin, il peut avoir des projets qui sont aussi à basse intensité. Il y a des seniors qui ont un projet de vie qui est « je veux vivre tranquillement ma vie, je veux faire un quart d'heure de promenade dans un jardin ou dans un parc un peu chouette, le reste du temps, je veux regarder la télévision et jouer aux cartes une fois par semaine avec d'autres seniors ». Donc c'est très bien d'avoir une vision et un projet fort, mais il n'y a pas besoin d'avoir une intensité effectivement aussi trop forte dans tous les projets qu'on conduit. Nous avons dit, nous pouvons rendre beaucoup de logements non seulement adaptés au vieillissement, mais capacitants, augmentant la possibilité des personnes à vivre effectivement encore 10-15 ans dans un logement. L'apport des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle est complètement sous-potentialisé en France. Nous avons très peu d'aides qui vont à l'adaptation du logement en aide technique, mais nous avons aussi très peu usage de tous ces dispositifs de surveillance, de vigilance, qui doivent être éthiques. On ne va pas filmer la personne 24 heures sur 24, la surveiller. Voilà, la mise en sécurité ne doit jamais aller à l'encontre de l'intimité ou des libertés individuelles, mais maintenant, il y a des dispositifs qui sont très intelligents, avec des senseurs ou des capteurs infrarouges, qui détectent aussi bien les chutes que la personne âgée qui va passer la journée dans son lit et qui ne se lève plus, qui évite d'avoir un déplacement humain pour la seule levée de doute. Voilà. Vous regardez, il y a un algorithme qui traite. Si on pense qu'il y a une chute derrière, eh bien, on appelle d'abord la personne pour lui demander si elle va bien ou si elle est en train de faire un yoga ou une méditation couchée sur le tapis devant son lit. Et si vraiment il y a un gros doute ou s'il y a un problème, on envoie le professionnel compétent pour faire une levée de doute, ou on appelle le petit-fils ou la petite-fille si elle habite pas loin pour dire voilà, votre grand-mère a peut-être un problème, est-ce que vous pouvez passer? Je pense que vraiment, dans ce système où on épuise d'une certaine façon les structures et les professionnels à des tâches qui peuvent être bien mieux assurées par des dispositifs connectés, etc., on aurait vraiment intérêt à potentialiser tout cet intérêt. Et j'en viens maintenant au lien avec le sujet des caregivers, caretakers, des professionnels du care. Je partage tous les éléments de constat qui ont été présentés sur une grave crise effectivement du sens pour ces professionnels, une crise de l'engagement, des difficultés de recrutement et de fidélisation pour les structures employeurs. C'est complètement multifactoriel, mais je pense qu'il faut prendre en compte le fait que dans un monde du travail qui est polarisé entre les lucky jobs et les lousy jobs, je pourrais employer un autre terme que lousy, mais je ne veux pas être vulgaire, tous les métiers de la relation humaine, de la relation avec le public, ont basculé dans les lousy jobs. Voilà, c'est les professionnels de ces secteurs, mais c'est aussi vrai pour les enseignants, par exemple, c'est aussi vrai pour les policiers, etc., se prennent toutes les contradictions de la société, la violence de la société, l'insatisfaction des personnes,
Quand les professionnels rentrent chez elles le soir, elles ne ramènent que tous les problèmes qu'elles ont eus au travail. J'ai dû remplacer ma collègue qui était absente. J'ai dû aller chez Madame Martin et je n'avais qu'un quart d'heure pour la lever du lit, lui faire une toilette, l'habiller avant de repartir chez quelqu'un. Et donc, quelle est la valorisation qu'on a dans la vie quand on rentre le soir chez soi, on n'amène que toute la fatigue, toute la pénibilité qu'on a eue dans son travail. Donc, il y a vraiment un enjeu très clairement à redonner du sens et de la valorisation à ces métiers. Les aspects de rémunération sont très importants, à la fois en termes symboliques et en termes de niveau de vie. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit par notre key speaker sur le sujet. Vous pouvez augmenter les rémunérations si derrière vous donnez le sentiment que l'engagement dans ces métiers va être quelque chose de très dur, très pénible et qu'on ne sera soutenu par personne, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il faut retravailler vraiment toute la chaîne qui est commencée par la formation initiale, le design des métiers, changer les enseignements s'il faut changer les enseignements. Les enseignements, ils sont beaucoup trop techniques, ils sont beaucoup trop mécaniques, ils sont dans la perfection du geste, ils ne sont pas dans la prise en compte de la personne, dans sa globalité, dans ses aspirations. On forme des personnes qui vont être dans la relation beaucoup plus que dans le geste technique, dans des instituts qui sont dans des hôpitaux. On forme comme on formait il y a 30 ans, alors que les besoins des publics, la mentalité des publics a fortement évolué. Il faut commencer par la formation initiale. Il faut ensuite travailler tout le onboarding des nouveaux professionnels. C'est inconscient, c'est complètement fou de lancer une nouvelle professionnelle aide à domicile chez une personne âgée sans avoir un binôme expérimenté qui l'accompagne. Moi, vous me dites demain, tu fais une conférence devant 2000 personnes, je vous dis, laissez-moi le temps d'écrire mon papier et je vous le fais. Si on me dit demain, tu vas chez Madame Martin, elle a 85 ans et tu vas lui faire une toilette, tu vas l'habiller et tu vas préparer derrière son repas et que je ne connais pas Madame Martin, je ne sais pas comment elle vit, je ne sais pas quelles sont ses envies, je ne sais pas quelles sont ses habitudes, je vous l'ai dit, je ne le fais pas. Je ne vais pas chez Madame Martin. Ou alors, j'y vais avec quelqu'un qui la connaît, qui me présente, qui me dit, voilà, c'est la nouvelle qui va maintenant s'occuper de vous 2 jours par semaine, le reste du temps, ça sera moi, etc. Et pourquoi on arrive dans cette dérive, effectivement, d'organisations qui ne peuvent plus accompagner leurs professionnels dans de bonnes conditions ? Mais parce qu'on est dans un cercle de contraintes en termes de politique publique et de décision publique, qui est que, premièrement, on a des contraintes budgétaires et une volonté de rationalisation budgétaire pour de multiples raisons. Alors en France, les dépenses de protection sociale, c'est 35% du produit intérieur brut. Donc nous sommes le premier pays d'Europe, pas moi qui le dis, c'est Eurostat, en termes de dépenses de protection sociale sur le produit intérieur brut. Mais nous en consacrons 80% aux dépenses de pension et aux dépenses de santé. Dans notre pays, on a donné une priorité au niveau de vie, à la générosité du système de retraite. Nous avons un des plus faibles taux de pauvreté des retraités en Europe et nous pouvons en être fiers. Mais derrière, voilà, le système de retraite, il a grossi et peut-être avec un effet d'éviction. Et deuxièmement, nous avons des dépenses de santé à 11% du pays intérieur brut et nous ne voulons pas investir dans la prévention de la perte d'autonomie, dans le bien vieillir, et nous préférons avoir des séjours à l'hôpital inappropriés, inadéquats, qui créent ce qu'on appelle la dépendance iatrogène, où des personnes âgées qui étaient tout à fait autonomes pour certains gestes ressortent de l'hôpital avec une couche parce qu'on n'a pas pu les accompagner aux toilettes ou avec la perte d'un certain nombre de compétences, de capacités qu'elles avaient. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que nous disons qu'il faut investir effectivement dans la politique de prévention de la perte des facultés et des capacités et dans l'accompagnement de l'autonomie des personnes. Et donc, un hiatus ou un problème entre la rationalisation budgétaire, des dépenses qui sont déjà très élevées, mais la volonté quand même d'afficher une politique de soutien à l'autonomie. Je ne sais pas si nos correspondants étrangers le savent, mais nous avons inscrit en 2020 le soutien à l'autonomie comme
un nouveau risque de sécurité sociale. Auparavant, je ne sais pas si Robert Laffort est toujours là, ça relevait plutôt de l'action sociale, et maintenant, on a fait rentrer dans les assurances sociales, social insurances, le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, on dit qu'on veut faire mieux, mais derrière, on n'y met pas complètement les moyens. Et ce que ça produit effectivement ce qui a été décrit, ces dilemmes éthiques, ce sentiment d'une injonction contradictoire. Demain, Denis Piveteau vous parlera. La question a été posée de ces professionnels à qui on demande de respecter l'autodétermination des personnes, de renforcer leur capacité d'agir, alors que leur propre capacité d'agir, à eux, a été extrêmement restreinte, sous le poids des normes, sous le poids aussi d'un management très vertical, sous le poids également d'une sorte de taylorisme du travail social et du care qui s'est développé. Voilà, je ne jetterai pas la pierre aux conseils départementaux, mais quand vous avez des conseils départementaux qui octroient l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une prestation nouvelle qu'on a créée pour accompagner cette première bosse démographique du grand âge qui a été observée dans notre pays dans les années 2000, quand les générations nées avant la Première Guerre mondiale ont commencé à atteindre 85 et 90 ans, on a créé une prestation nouvelle, et derrière, on regarde votre éligibilité, on vous donne un plan d'aide, mais il y a des conseils départementaux pour lesquels le plan d'aide, c'est un planning hebdomadaire, et donc vous passerez chez Madame Martin à 7h30 pour une toilette, vous passerez à 9h30 chez Monsieur Dupont pour faire ça, et derrière, qu'est-ce qu'on a perdu avec cette standardisation, cette normalisation? On a perdu cette marge d'adaptation, de souplesse, de respiration, de plus grand sens du travail qui est donnée aux professionnels ou aux structures quand elles peuvent se dire « Madame Martin, elle se lève à 10h, c'est une lève-tard. Toute sa vie, elle s'est levée à 10h. Mais non, dans mon planning, il faut que je passe à 7h30 pour l'habiller et la toilette. » Et là, je crée le grand embouteillage des levées toilettes habillage où une aide à domicile va enchaîner des déplacements consécutifs et passer une demi-heure à brusquer une personne âgée qui a envie de rester au lit jusqu'à 10h pour lui faire sa toilette, l'habiller pour qu'elle puisse prendre le petit déjeuner qu'elle ne mangera pas parce qu'elle n'a pas faim à cette heure-là. Et ce qui se passe à domicile, vous l'avez également en EHPAD. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que si nous voulons, dans un temps où l'argent public est compté, c'est une ressource rare, faire en sorte que les structures, les professionnels et les personnes accompagnées elles-mêmes aient une plus grande qualité de vie ou qualité de vie au travail pour les professionnels, il faut laisser ces marges d'adaptation aux personnes, de trouver les justes accommodements qui font qu'on va se débarrasser de cette vision normative où on doit faire exactement la même chose pour chaque personne au même moment dans ces goulots d'étranglement qui sont constatés tant dans les établissements qu'à domicile. Remettre du bon sens, du pragmatisme dans la mise en œuvre, redonner cette capacité à adapter, me semble quelque chose de très impératif. Et je pense que ce que nous enseigne beaucoup la recherche, et notamment la recherche qualitative, quand on écoute les personnes, c'est les personnes âgées, elles ont beaucoup de compréhension et de sollicitude pour les aides professionnelles à domicile. Elles pensent que moi j'ai fait des tournées, des visites à domicile avec des aides à domicile dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, et très souvent la personne âgée chez qui passait l'aide à domicile, elle disait oh, je vous plains beaucoup, toute la journée à courir, et c'est dur pour vous, etc. Et la personne âgée, on était presque à essayer d'aider et de faciliter le travail de l'aide à domicile. Donc favorisons un système qui permette un peu de décentraliser aussi la prise de décision, l'adaptation au niveau des personnes qui savent le mieux d'une certaine façon ce qui est bon à faire à telle heure de la journée ou à telle heure de la semaine, et arrêtons effectivement d'essayer de tout normer et de paramétrer effectivement avec un management intermédiaire qui s'arrache les cheveux à gérer des plannings invraisemblables. Dernier point sur la sinistralité et les conditions de travail. Il est maintenant documenté dans de très nombreux pays européens que
l'aide à domicile et le secteur du care auprès de personnes vulnérables produit en termes de risques physiques, de maladies professionnelles et de risques psychosociaux, effectivement, actuellement, des résultats qui sont très alarmants. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs, publiée dans la revue à comité de lecture Frontiers in Public Health, sur la base de l'enquête Conditions de travail du ministère du Travail. On a une comorbidité en termes de risques professionnels chez les professions du care qui est liée à la conjonction de risques physiques et de risques psychosociaux liés au fait qu'on a une telle pression ou tel dilemme éthique par rapport à sa volonté d'aider et son incapacité à bien le faire que derrière la sinistralité explose. Donc il y a un vrai enjeu à mettre en place des dispositifs de prévention du risque professionnel dans les professions du care, que ce soit à domicile et que ce soit en établissement. À domicile, ça passe par une révision de la philosophie même du passage à domicile et l'adaptation des logements. Un logement qui sera inadapté pour la personne âgée, elle sera inadaptée pour ses aidants familiaux ou pour ses aidants professionnels. Donc le domicile est une condition aussi de la bonne intervention des aides humaines pour la personne. Et en établissement, on peut effectivement, mais je sais que les professionnels n'aiment pas beaucoup les utiliser, soulager la contrainte physique. On a des rails dans des EHPAD, on pourra avoir des exosquelettes, mais sans une réflexion même sur l'organisation du travail, sur la façon dont on fonctionne dans l'établissement, je pense qu'on passera à côté d'une partie de ce qu'on doit faire pour réduire effectivement la sinistralité professionnelle dans ce secteur et redonner aussi de l'attractivité pour ces établissements. Donc je finirai par là. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de pistes qui ont été évoquées par les intervenants d'autres pays qui nous permettent d'avancer. Je pense que la CNSA aussi, avec les plateformes qui ont été présentées, teste beaucoup de choses et sera très attentive à tout ce qui a été réalisation probante dans d'autres pays pour essayer d'implémenter peut-être des nouveaux moyens d'action. Mais si on ne résout pas le problème du sens, si on ne redonne pas du sens au travail des personnes, on pourra prendre beaucoup de mesures et ça ne fonctionnera pas. Et on aura des pénuries et des difficultés de recrutement qui vont être très très aiguës. D'autant que la population active, elle va se réduire et la population à aider, elle va augmenter. Donc si on ne fait pas les choses maintenant, on risque à horizon 2030 d'avoir de sérieux problèmes et vraiment des vraies mises en danger de personnes dans notre système. Voilà, j'en terminerai par là. Merci beaucoup pour votre attention.